3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous, le président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alain Pitous de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG et Wilfried Galland est en plateau également à nos côtés. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur stratégiste de Montpensier Finance. Profitons peut-être pour entamer cette émission de ce début d'année. On va profiter. On a suffisamment souffert à la fin de l'année. C'est dur d'imaginer que les 50 prochaines semaines vont se poursuivre à ce rythme-là. Bon, en même temps, tout est possible. Non, mais je le disais, début d'année historique. À ce rythme-là, non. 1% de hausse en moyenne depuis le début de l'année pour les actions européennes par jour. Par jour. J'aimerais bien, mais là, non. Non, mais c'est ce que je disais en introduction, Wilfried, et vous êtes bien placé pour en parler, puisque ça fait quand même déjà quelques mois que vous faites partie de ceux qui êtes plutôt positifs, ou en tout cas qui signalaient un risque à la hausse, notamment sur les actions européennes. Ce qu'on vit depuis le début de l'année, évidemment, c'est spectaculaire. La puissance du mouvement réactivé depuis le 1er janvier est très, très spectaculaire. Mais encore une fois, je l'inscris dans ce qu'on a observé tout au long du 4e trimestre, à compter du 29 septembre précisément, qui a été le point bas du marché et du marché européen notamment. Rallye action européenne, surperformance de l'Europe par rapport aux actions américaines. Oui, tout à fait. En fait, on a eu effectivement un petit moment de correction assez forte alors qu'on attendait le rallye de Noël justement juste à la fin de l'année. Donc ça a un peu plombé l'ambiance, en particulier pour tous ceux, je pense à toutes les sociétés de gestion dont je fais partie, qui effectivement ont des performances fin d'année et donc des encours fin d'année, donc c'est forcément plus difficile. Mais effectivement, depuis fin septembre, on voit que l'ambiance sur les marchés a changé. Et l'ambiance, en fait, elle a changé en deux temps. Elle a changé dans un premier temps avec un changement d'anticipation de hausse de taux consécutive. Pas nécessairement en disant on va avoir un pivot tout de suite, mais en disant ce qui est déjà dans le marché en termes de hausse de taux est cohérent avec ce qu'on voit se dessiner en termes de scénario inflationniste. Et on avait alerté, je me souviens très bien sur ce plateau, sur le fait qu'à la fois les indicateurs de sentiment, on vient de parler à l'instant du sentiment du Michigan, qui va d'ailleurs toujours dans ce sens-là, et les indicateurs plus durs en termes de prix du fret, de matières premières, de voitures d'occasion, etc., étaient en train d'indiquer une chute très très forte des indicateurs d'inflation, et donc nécessairement, en tout cas, une approche plus prudente de la part des banques centrales. Donc ça, on avait cette première phase-là. Et la deuxième phase qui s'est déclenchée à partir de décembre, et là qui se met en place d'une façon extraordinairement puissante, c'est la réouverture chinoise. Donc en fait, on a eu le premier volet, c'était pas d'emballement inflationniste. Le deuxième volet, c'était on va avoir un soft landing, voire pourquoi pas, certains commencent à parler de no landing, c'est-à-dire le fait qu'on va même pas avoir de récession, parce que tellement l'entraînement chinois peut devenir fort, en particulier en Europe. Pourquoi est-ce que l'Europe surperforme beaucoup ? D'abord, c'est parce qu'on avait énormément souffert de la guerre, dans un premier temps, de la guerre en Ukraine, et surtout que l'Europe, c'est une courroie de transmission parfaite pour effectivement la croissance chinoise, que ce soit les grandes valeurs exportatrices allemandes et évidemment les grandes valeurs du luxe, pas seulement, mais les grandes valeurs du luxe bénéficient énormément de tout ça. Et donc, on a, d'une certaine façon, une espèce de... Allez, je vais me lancer, mais une espèce de prix de la perfection qui est en train de se mettre en place sur les marchés. Donc, on profite de tout ça. Il faut quand même être vigilant. On pourrait avoir des évolutions de ce scénario, en particulier en deuxième partie d'année. Et on sait que les marchés aiment beaucoup anticiper. Donc, on ne va pas s'emballer non plus, mais on va profiter de ce moment-là parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pessimistes encore il y a pas tellement longtemps sur les marchés. Il y en a toujours. Et il y en a toujours, je vous confirme. On en parlait avec Alain. On en parlait avec Alain à la fin de l'année, qu'effectivement, il y avait encore pas mal de gens pessimistes et on voyait que le scénario était en train de tourner. Ça fait plaisir de voir qu'effectivement, on se relance vers quelque chose de plus positif. J'aime bien parce qu'on a beaucoup parlé alors de ces fameux pics, le pic hawkishness des banques centrales, absolument, le pic de la peur, le pic fear sur les marchés fin septembre, début octobre, c'était en plus la crise des LDI britanniques, etc. Enfin, le monde partait dans le décor du point de vue des marchés. Là, on se demande si on n'arrive pas à un pic Goldilocks, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer encore plus idéal comme environnement avec des surprises à la baisse sur l'inflation continue, une résilience de l'activité passée avec des données dures qui montrent qu'il y a sans doute une bulle de pessimisme quelque part dans les enquêtes et dans les soft data. En fait, je pense qu'il y a deux éléments qui pourraient effectivement nous emmener un peu plus loin. C'est probablement que l'évaluation de la puissance de la relance chinoise est encore assez lacunaire. Donc peut-être qu'effectivement, on va
peut-être encore être davantage surpris par la puissance de la relance de la consommation sur quelques secteurs en particulier. Et puis le deuxième élément, ce serait si on avait des bonnes nouvelles d'un point de vue géopolitique. Là, c'est quand même un peu la pièce qui tourne en l'air. Mais on sait qu'on peut être effectivement surpris parce que, éventuellement, une évolution positive à l'est de l'Europe pourrait d'un seul coup générer, là aussi, un élan d'optimisme supplémentaire. Mais on n'en est pas encore là, loin de là. Le fait de s'être affranchi aussi vite du gaz russe et donc d'avoir désamorcé l'arme énergétique qui était l'arme de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Europe. Absolument. Change la donne. Ça change la donne. Absolument. Oui, ça peut conduire à quelque chose qui ressemblerait à une stabilisation. Un nouveau plan de relance conjoint européen. Oui, alors là, gardez des bonnes nouvelles pour plus tard mais aussi. Bon, on en aura d'autres. Thierry, qu'est-ce qui vous intéresse là dans ces mouvements de marché, cette dynamique de l'Europe, effectivement, qu'on ne peut pas nier? C'est pas juste les 15 premiers jours de l'année, encore une fois, ça fait des semaines que ça dure. Alors, on peut parler d'une tendance quand même à ce niveau-là. Tout à fait. Tout à fait, Grégoire. Donc, il faut à nouveau sans se taper sur le ventre et se dire qu'on est très clairvoyant, parce qu'il y a beaucoup de paramètres en jeu, mais en tout cas, effectivement, nous aussi, fin septembre, on avait tous nos indicateurs, on suit des indicateurs techniques et tout était en zone survendue. Et statistiquement, la probabilité que ça rebondisse est très forte. Donc, simplement, il suffisait d'avoir les bons indicateurs pour... Et on a eu des signaux assez puissants après, comme quoi, effectivement, on aurait atteint... J'emploie encore le conditionnel, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, en octobre-novembre, que le point bas de septembre était bien un point bas. Ouais. Donc, on avait d'autres indicateurs techniques qui nous laissaient qui nous confirmaient ça. Donc simplement, sans être très clairvoyant, à nouveau, il suffit d'avoir les bons indicateurs pour savoir ce qui se passe à peu près sur le marché. Donc là-dessus, nous, on a été très factuels. Et puis après, d'un point de vue plus macro, top-down, donc on a quand même, ce qui vient d'être dit globalement, trois bonnes nouvelles, ça c'est factuel. D'abord, l'hiver est moins froid que prévu en Europe. Et mine de rien, c'était très anxiogène pour les particuliers, pour les gouvernements, pour les entreprises. Donc là, on a quand même une bonne chance de passer cet hiver sans coupure majeure, etc. Enfin, il y a même le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, qui a déclaré il y a quelques jours que l'industrie était plutôt en phase de reprise. Alors que, souvenez-vous, typiquement, fin septembre, on attendait un peu une apocalypse, notamment sur le secteur industriel allemand, parce qu'on se disait, mais comment ils vont faire tourner leurs machines, tout simplement. Donc là, ça se passe mieux. Donc ça, c'est factuel. Hein. Donc on a eu une détente au niveau du climat, il faut le dire. Deuxièmement, au niveau de la météo, je dis ça parce que sur le climat, c'est-à-dire que c'est le revers de la médaille de ce facteur météo favorable dans la conjoncture actuelle. C'est peut-être le symptôme d'un dérèglement climatique qui s'accélère. On a les mêmes préoccupations. Non, mais je le dis parce que sinon on reçoit des mails. Hein. Oui, et qui me semblent justifiés. Donc on ne remet pas ça en cause du tout. Donc deuxièmement, effectivement, il y a la réouverture chinoise qui a été très forte finalement, parce qu'on se disait, ils vont quand même à un moment détendre un peu tout ça, mais ça a été assez bien détendu. Voilà, ça a été quand même mené au pas de charge à partir de fin octobre. Donc ça, c'était aussi factuel. On pouvait le pressentir, le présumer, se dire que ça pouvait pas durer, mais bon, n'empêche que c'est tombé à ce moment-là et que aujourd'hui, on est quand même dans le dur au niveau sanitaire en Chine. Par contre, il y a quand même la bonne nouvelle, c'est que l'économie se rouvre là-bas, donc que ça fait un appel d'air notamment pour l'Europe. Et puis troisièmement, finalement aussi les chiffres de l'inflation. Hier, on a eu les chiffres de l'inflation de décembre aux US. 6,5, on était à 7,1 le mois d'avant. C'est moins 0,6. Pardon, j'enfonce les portes ouvertes, mais c'est quand même aussi très violent la décrue de cette inflation. Et effectivement, on est d'accord aussi. On avait des éléments qui pouvaient laisser entendre que ça pouvait se passer comme ça, mais n'empêche que c'est printé
et le marché ne peut que acquiescer, qu'être d'accord avec ce qui est printé. Là, il y a plus c'est plus des éléments anticipés, c'est factuel. Donc là, on a eu cette conjonction d'éléments favorables. C'est la Sainte Trinité, quoi, en fait. Là. En tout cas, les 3 points favorables qui s'alignent. C'est ce que je pense majoritairement qui a fait que le marché se porte bien. Sur la surperformance de l'Europe par rapport au marché américain et même y compris en tenant compte des effets de chance qui désormais voient une détente du dollar et un renforcement de l'euro-dollar. Ça veut dire que pour un investisseur américain, c'est la double peine de laisser passer le train européen aujourd'hui. Alors là, donc les révisions de résultats sont favorables en Europe par rapport aux États-Unis, de manière assez significative, là, depuis plus de 6 mois. Donc on est en territoire négatif dans les deux, mais beaucoup moins en Europe qu'aux États-Unis. Et c'est concomitant avec ce qui s'est passé sur le secteur de la tech aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce secteur a commencé à tousser, les analystes financiers ont dû mettre les mains dans le modèle. La tech, ça dépend si on inclut Tesla, Amazon, etc. Mais en gros, c'est un peu plus de 25% de la cote américaine. Nous, on n'a pas ça. On a suffisamment pleuré pour dire qu'on n'avait pas ça. Aujourd'hui, retour de balancier pour nous, et donc on souffre beaucoup moins qu'aux États-Unis, pour dire les choses clairement, parce qu'eux, ils ont ce secteur-là qui est quand même dans le dur. On en a parlé plusieurs fois. Là, c'est pas aussi des signaux avant-coureurs, on a des licenciements massifs, 150 000 licenciements annoncés par les géants de la tech américaine ces derniers mois. Donc voilà. Ensuite, deuxième élément, quand on regarde le marché américain versus le marché européen, et qu'on le découpe en deux grandes classifications. D'un côté, les titres croissance et qualité, et de l'autre, la value, la value, oui, et les forts distributeurs de dividendes. D'accord ? En Europe, on a 60% du marché qui est value plus dividendes. Aux États-Unis, on a un peu moins de 70% qui est croissance-qualité. Voilà. Donc, à nouveau, le marché, il est très croissance, très qualité. Et aujourd'hui, la value est beaucoup plus favorisée. Et pourquoi elle est plus favorisée ? Parce que les taux réels, en fait, la corrélation entre les taux réels et la croissance depuis 2003 était de 86% aux États-Unis. D'accord ? Donc là, on est arrivé à la fin de ce mouvement, en fait, où la croissance n'arrêtait pas de se revaloriser un peu indéfiniment à mesure que les taux réels baissaient. Là, c'est fini et au contraire, c'est reparti assez violemment dans l'autre sens. Et donc, la croissance souffre. Et donc, le marché américain, qui est majoritairement composé de titres croissants, souffre, alors que nous, on est value. Et nous, pour le coup, c'est profitable, ce mouvement-là. Et je rajoutais un dernier petit élément, pour ceux qui se posent la question. En Chine et en Inde, on a 70% de valeur qualité et croissance. Et en Inde, on a 80% de sociétés qui sont croissance et qualité. Donc, c'est des marchés aussi qui sont très, très axés sur la croissance. Donc, le marché aujourd'hui, le mieux positionné dans ce contexte de marché, c'est l'Europe, clairement. Et d'ailleurs, le Russell 2000 monte. Le truc qui est spectaculaire, c'est que le Russell 2000 aux États-Unis, qui est beaucoup plus value, en fait, lui, il fait les mêmes performances que les marchés, européens. Oui, la composition sectorielle des indices... Exactement. Joue un rôle majeur, effectivement, dans ces écarts qu'on peut noter. Enfin, ces écarts, ou cette réduction d'écart qui reste quand même historiquement important entre les États-Unis et l'Europe, en termes de surperformance des États-Unis et en termes de décote de valorisation de l'Europe par rapport aux États-Unis. On a corrigé, mais sur un graphique, c'est à peine visible. On reste à des écarts de décote de valorisation de l'Europe vers les États-Unis qui sont quasi historiques. Alain. Alors, moi, j'ai bien aimé la séquence le point de départ qui est l'extrême survente de beaucoup d'indicateurs. Et c'est ce qui rend aussi, ce qui donne de la force au marché, c'est-à-dire que ça s'est construit à partir de quelque chose qui était très dégradé. Alors, très dégradé suivant la position qu'on pouvait avoir, mais enfin, disons que par rapport à la valeur des actifs, il y avait quand même une période qui était extrêmement négative pour les porteurs d'actifs en tout genre, quoi. Et ça a commencé par les devises, c'est-à-dire que la dernière fois que j'étais venu, on parlait des devises, il y avait vraiment une force du dollar qui était incroyable et qui avait massacré tout un tas d'actifs, et ça avait eu plein de conséquences économiques et boursières. Et là, à un moment donné, on a été au top de cet élément-là, c'est-à-dire que le dollar s'est calmé, ça a libéré de la pression sur beaucoup de devises, dont les émergents. Il y avait d'énormes tensions sur les taux, dette émergente,
tout le high yield, tous les secteurs de crédit qui s'étaient fait massacrer dans cette période-là. Et à un moment donné, ça a commencé à basculer. Et alors, vous parliez tout à l'heure, et c'est vrai que ça peut paraître anecdotique ce qui s'est passé sur le marché anglais, mais c'est pas du tout anecdotique, parce que le marché s'est redit à ce moment-là, il y a quand même un pouls de banque centrale quelque part, quoi. Et il est peut-être loin, oui, mais il est quand même là. Il est peut-être plus comme avant, mais il est quand même... Et si vous regardez, c'est quand même à ce moment-là que ça s'est calmé sur les devises. On a arrêté l'excès sur les devises, sur le yen par exemple. Ça s'est calmé, ça a mis quelques semaines, mais ça s'est calmé à ce moment-là. Et après, le marché s'est construit comme ça. C'est-à-dire que ça a commencé par les actifs, ça a commencé sur les devises. Ça a commencé, moi je regarde des indicateurs un peu pareils de risque, et on était en extrême de risque sur tous les taux, et on était à un niveau, je regarde les indicateurs, je sais que vous l'invitez quelquefois, de Jean-Jacques Ohana sur Bien sûr. Les taux, on était à moins 99, c'est-à-dire qu'il y avait, c'était la fin du monde quasiment, quoi. Et on n'en parlait pas trop, c'est pas le truc le plus médiatique. Et ça, on avait tapé ça. Et les gens qui prenaient du risque ont recommencé à reprendre du risque sur la dette émergente, sur les actifs émergents toujours. Et ça s'est construit comme ça sur les taux. Et après, ça s'est mis sur les actions, en passant d'abord par la value quand même. Et d'ailleurs, toujours des corrections sur la croissance. Et donc tout ça s'est inversé. Mais ce qui s'est passé aussi, et ça on l'a noté en Europe quand on discute avec les grands gérants, ils gardaient une poche d'actifs moins sensibles pour les gérants allocataires, un peu de marge sur leur portefeuille de construction. Ils étaient quand même un peu avec des biais un peu prudents. Et j'ai en tête, on décode avec AI4 Alpha. Décoder, ça veut dire on regarde les positions en termes de risque, ce qu'ils ont en position. Et on regarde le plus sensible, c'est les CTA qui sont bien souvent en trend following. Et ces gens-là qui ont quand même fait 20% l'année dernière, c'est parce qu'ils avaient... Une année remarquable. C'est une année incroyable. Et bien ces gens-là, ils sont en train de tourner les positions. Et ils ont de la poudre, alors pour le coup, elle va être un peu calcinée, leur poudre, mais enfin, ils ont de la marge de manœuvre parce qu'ils sont en train de passer de moins 300 et ils sont à coût de 30% par jour, ils sont en train de passer dans l'autre sens. Donc, ils ont commencé sur les devises. Ils ont fait le premier pas sur les devises, deuxième pas sur les commodities. Donc, ils ont enlevé des positions anti-croissance, on va dire, c'est un peu le thème, pour repasser sur des positions de croissance. Et la troisième fusée, c'était l'Europe. Enfin, c'était les actions, en particulier avec l'Europe. Et ils sont aussi en train de repasser sur les taux. Et donc, on a comme ça des investisseurs qui étaient extrêmement sous-investis, qui sont en train de se réinvestir. Alors, c'est pour ça que moi, on regarde un autre indicateur, c'est l'indicateur de stress. On était sur un stress quasiment extrême, on n'était pas loin de 2 si on regarde les extrêmes de CTA, de AI4 Alpha. Le maximum, c'est plus 3 et le minimum, c'est moins 1. On est à moins 0,95, on est passé de plus 2 à moins 0,95. Et ça ne se retourne pas très vite, ces indicateurs-là, parce qu'ils sont globaux. Ils prennent les actions, les taux, les devises, les comos. Donc, il peut y avoir une poche qui est très volatile pendant que les autres sont très calmes. Et donc, on était parti d'une position qui était quand même très, très extrême en termes de risque en milieu d'année, grosso modo. Et ça s'est inversé progressivement. Et ça a basculé entre les derniers jours de décembre et maintenant. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, on ne va pas être loin d'être sur des niveaux de complaisance. On le voit, je vois des indicateurs, je vois des gens que vous invitez régulièrement, Baradez, qui dit ça va très vite. Ben oui, ça va vite. Bien sûr que ça va vite. À un autre. Bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que imaginez, lundi, vous arrivez à votre comité d'allocation, vous le ferez peut-être lundi, avec des gérants qui sont déjà à 3 points en retard par rapport au benchmark, et qui, alors sur les taux, ceux qui sont déjà à moins 3, c'est mort, l'année est finie, et ils ne rattraperont pas. Mais en equity, ils vont essayer quand même, parce que ils se disent, bah oui, si je refais un biais value, si les values effectivement se mettent à reperformer, j'ai mes positions LVMH & Co que j'ai pas vendues, ça peut performer, ça peut me permettre de rattraper, mais je vais en remettre, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être en retard à ce point-là, quoi. Ah ben là, sur 15 jours, c'est forcément que les gestions sont en retard par rapport au marché. C'est impossible que tout le monde ait capté 10% de hausse comme ça en 15 jours. Et le problème, donc ça crée déjà un stress et une tension chez les investisseurs. Alors je ne sais pas comment tu le vois, Wilfried, mais en psychologie d'investissement, quand les marchés font moins 12, vous faites entre moins 14 et moins 10. Ça passe. Enfin, c'est pas que ça passe. Non, mais engueuler, mais bon, voilà, c'est dans le bruit, ça va. Par contre, après avoir fait moins 14 l'année dernière, quand les marchés font moins 8, pas la hausse, et que les marchés fait plus 15 et que vous êtes à plus 6,
Là, il faut affûter les virgules pour le contrôle, pour le rapport de gestion, parce que ça va pas être simple. Il faut gérer la symétrie. Ouais, c'est vraiment très difficile. Donc, bon courage les gérants. Alors, est-ce qu'à ce stade, le risque est encore à la hausse? Et puis, je veux bien quoi, parce que des risques, évidemment, il y en a encore. Personne n'est dupe de la situation, mais quand même, sur l'Europe, si le risque énergétique est plus le risque principal, c'est pas le risque pour cet hiver, ce sera peut-être même pas le risque pour l'hiver prochain. C'est aussi là-dessus que le marché capitalise. Il y a des éléments pour le penser. Ça veut dire que le risque de surréaction monétaire, le risque BCE devient le principal risque aujourd'hui pour l'économie de la zone euro, pour les marchés peut-être également, Wilfried? Oui, pour moi, effectivement, le principal risque à surveiller, c'est globalement le risque de taux, le risque de surréaction des banques centrales. On y est peut-être déjà, d'ailleurs, dans la surréaction. En fait, ce qui a beaucoup allégé le climat sur le marché, c'est de se dire, ça y est, on a effectivement des indicateurs, cette fois durs, qui sont en train de baisser. Et en plus, comme tous les indicateurs avancés continuent à être dans le bon sens, on l'a vu encore tout à l'heure avec les anticipations d'inflation du Michigan à 1 an qui était attendu à 4%, qui sont sortis à 3,6 je crois de mémoire, donc véritablement une baisse très significative. Finalement, on va arrêter de se dire qu'on va augmenter le coût de financement de l'économie mondiale et surtout le coût de financement des marchés. On sait que quand on fait des actualisations de flux financiers, l'impact des taux d'intérêt, l'impact il est exponentiel, alors que l'impact des progressions de bénéfices, il est linéaire, il est arithmétique. Donc c'est extraordinairement important d'avoir des coûts financiers qui soient au minimum stables, voire en baisse. Et donc, ce qui peut peser effectivement sur les marchés, c'est si on voit quel enchaînement on a eu sur la partie inflationniste, et on peut espérer que nos amis banquiers centraux aient un éclair de lucidité et fassent également ce raisonnement-là, et je ne l'écarte pas. Je ne désespère pas. En fait, on a vu qu'on a eu effectivement une baisse des matières premières très forte. On voit que l'inflation sur les biens suit de façon assez rapide et maintenant assez puissante. Et on anticipe qu'on va avoir la même chose sur les services. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais effectivement, on a cet enchaînement-là. Ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est effectivement qu'on alimente de nouveau une augmentation des matières premières qui fasse repartir la boucle inflationniste. Or, quand on regarde le pétrole, même si ça reste largement en dessous des pics qu'on a connus, on a repris 10% sur les plus bas. Rien d'inquiétant à ce stade, mais attention quand même. Et en fait, au fur et à mesure que la relance chinoise se déploie, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça va être une relance par la consommation essentiellement, qui ne va pas aller taper nécessairement la partie infrastructure à l'ancienne, comme savent le faire les Chinois, en disant de toute façon, je vais aller faire des ponts, des routes, des buildings, c'est bon, je suis vacciné, je ne vais pas le faire. Mais s'ils le font quand même, parce qu'ils veulent absolument arriver à avoir des chiffres de croissance qui montrent, et je pense que politiquement c'est majeur pour eux, que le modèle chinois reste le premier modèle et que leur objectif en 2049 d'être la première puissance mondiale est toujours atteignable. Alors qu'on a commencé à avoir des notes disant que vous n'y arriverez jamais. En fait, le sujet pour moi, il est là, et donc les marchés vont anticiper là aussi relativement rapidement. Je pense qu'on n'en est pas là, mais si le raisonnement commence à se faire dans un certain nombre de cercles, forcément d'autres vont le faire, et donc cette partie incertitude sur les taux va revenir, je pense, à un moment donné, probablement dès le milieu de l'année. Il faut Alain, bien sûr. Remarque par rapport, et ça me fait penser à ça, ce que vient de dire Wilfried, c'est que on pourrait aussi avoir un truc, là c'est un peu plus loin dans l'année, mais on pourrait avoir une période de... Si le marché se construit comme je pense qu'il est en train de se construire, on pourrait avoir des indices de large cap qui restent, on pourrait avoir, mettons, le CAC aux alentours de 7000, entre 6800 et 7200, mais un rattrapage de tout un tas d'actifs qui sont à la bourre de manière incroyable. Tout le small mid côté, qui est quand même le cœur de beaucoup de portefeuilles, qui a quand même vraiment souffert depuis 18 mois, pourrait compenser avec un marché qui visuellement serait un peu, vous savez, en tendance à plat, un peu comme ça arrive parfois. On peut faire avec des rotations très fortes à l'intérieur. Mais un rattrapage de tout ce segment qui aussi est quand même, si on regarde dans les compositions que vous évoquiez tout à l'heure, qui est très value quand même, value et rendement, quoi. Donc ça pourrait être un rattrapage. Et un dernier sujet, je pense qu'il va falloir surveiller de façon très forte, c'est toujours un sujet de financement, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir un accident justement autour de la dette américaine. Moi je suis assez inquiet là-dessus.
on doit relever le plafond de la dette. Donc régulièrement, on a ce feuilleton qui finalement se termine très bien. Je rappelle qu'en 2011, on est passé à 2 jours du défaut de paiement et ça a coûté le triple A, la dette américaine, qui désormais est double A. Et on a un certain nombre de personnes au sein de la Chambre des représentants aux États-Unis, les MAGA purs et durs, qui veulent avoir un Biden's default. Ils l'ont dit, ils veulent déclencher un Biden's default, et on a parfois un tel manque de rationalité au sein d'un certain nombre de débats que je n'écarte pas le risque au moins d'un stress très fort de marché. C'était le fond de l'argumentaire de S&P sur la dégradation du AAA américain en 2011. Ce manque de rationalité, cette incapacité jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute de la dernière heure à se mettre d'accord, un jour... Et on voit qu'aujourd'hui, le Trésor américain est en train de multiplier par 2 ou 3 ses émissions hebdomadaires pour justement essayer d'avoir un peu de marge de manœuvre. Donc c'est un sujet qui va, je pense, assez rapidement revenir sur le devant de la scène. Et ce ne serait pas une bonne nouvelle? Ce ne serait pas une bonne nouvelle. Non, mais je n'en sais rien au point où on en est. Je ne sais pas, est-ce que ça peut être une bonne nouvelle pour l'Europe? J'en sais rien. S'il y a moins de confiance dans la dette américaine, tout le monde se réveille sur la dette européenne. C'est forcément une très mauvaise nouvelle. Mais les conséquences seront telles que ça ne durera de toute manière pas très longtemps. Oui, quelques secondes. Il y aura des conséquences à moyen terme, mais ce sera aussi à ce moment-là une occasion pour certains de rentrer sur le marché et peut-être, comme le disait Alain, de refaire le retard de performance accumulé. Thierry, je reviens là sur les marchés actions. Alors, le match value growth, effectivement, alors l'écart est encore historique. Néanmoins, beaucoup d'investisseurs considèrent les secteurs value à nouveau, comme ils ne les ont jamais en tout cas considérés pendant plusieurs années. Sur la croissance, quand on voit un Nasdaq qui est passé par du moins 30, moins 40, à commencer par des belles blue chips, je ne parle pas de la tech non rentable, où là c'est vraiment des sujets de risque spécifiques pour des capital investisseurs presque d'une certaine manière. Je me dis qu'il y a forcément des opportunités intéressantes à saisir. J'ai l'impression qu'il y a des arguments valables dans les deux camps. Est-ce que... il faut faire des choix quand on est gérant action par rapport à... Oui, bien sûr qu'il faut faire des choix, mais on peut essayer d'être le plus neutre possible par rapport à ces styles de gestion. Et puis, question aussi sur large versus small. Les small, et vous avez des spécialistes small cap et micro cap chez AlphaJet Fair Investor. En France, ça fait, 4-5 bonnes années que les small cap sous-performent. Je ne sais pas si c'était 4-5, mais peut-être j'aurais eu un peu moins. Mais bon, un peu moins. En tout cas, ça fait quand même une paire d'années que la sous-performance des small caps est marquante, venant d'une prime. On payait les small avec une prime de valorisation par rapport aux large cap. Aujourd'hui, elles sont décotées par rapport au valo des large cap. D'accord. Donc sur le premier sujet, croissance versus value, moi, ma vue, c'est que c'est plutôt par défaut qu'on va sur la value qu'autre chose, parce que la croissance, effectivement, a des bonnes raisons de souffrir. Et c'est vrai qu'historiquement, quand on regarde les cycles, il y a toujours 4 étapes. Donc la première étape, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. La deuxième étape, c'est qu'il y a une prise de conscience, en tout cas des résultats qui commencent à se matérialiser. Et là, au bout de quelques mois, vous avez un rallye incroyable qui se met en place. Donc c'est ce qui s'est passé sur ces titres-là, qui a duré quand même un certain moment. Troisième phase, ça se casse la figure. Donc là, je rappelle les stats, on a 50% de chances de perdre 80% et 80% de chances de perdre 50%. Voilà, donc c'est autant dire que c'est très violent. Donc là, on a eu ça. En 2022, on a eu ça. Et donc, on peut légitimement penser qu'on est à la fin de cette phase-là. Par contre, la mauvaise nouvelle pour ces titres-là, c'est qu'il y a la phase 4, qui est une phase où en fait il faut digérer tout ça et ça végète. Donc moi je ne crois pas à un redémarrage violent en V. Un V-shape du growth et du Nasdaq. Mais, et d'ailleurs quand on regarde un petit peu... Parce que c'est la tentation, on le voit bien, cette tentation, elle existe là sur le début d'année. Alors c'est vrai que l'Europe surperforme, mais le compartiment tech quand même s'améliore, les taux ont rebaissé un peu, et donc sur quelques séances on voit quand même le Nasdaq qui arrive à... Non mais heureusement qu'il rebondit. Heureusement, oui. Mais en fait, aussi une autre donnée historique, c'est que dans 80% des cas, les leaders du cycle précédent ne sont pas les leaders du futur cycle. Bon. Donc quand on met tout ça dans le mixeur, c'est vrai que ça c'est pas forcément très encourageant, mais ça c'est des choses historiques, et quand même on a
des bonnes raisons de regarder ce qui s'est passé précédemment, parce que le marché a son cycle et ça se reproduit par définition. Donc il faut être très prudent là-dessus. Après aussi, quand on regarde des choses là, depuis quelques semaines, on voit qu'est-ce qui fait la une des journaux. C'est ChatGPT aux États-Unis. Oui. Donc c'est dans l'intelligence artificielle, c'est très nouveau. Quand on creuse un peu, c'est vraiment a priori la partie très visible de l'iceberg là, qui a commencé à apparaître. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de monter aussi un peu plus près de la surface. Et donc, quand on pense à un titre comme Alphabet, Google, il peut peut-être y avoir un petit sujet. Donc, en gros, il faut toujours être prudent. J'entends. Mais en tout cas, il y a une bonne partie de ces sociétés qui étaient les chasseurs, qui construisaient des parts de marché, etc., qui vont devenir les chassés. Ça aussi, c'est le cycle historique qui se met en place. Le risque de disruption aujourd'hui, pour ceux qui sont en place, est très fort. C'est ça, voilà. Et donc, le vent, il est plus aussi puissant pour ces sociétés-là que pour les petits acteurs qui émergent et qui sont financés aux États-Unis notamment. Ça va assez vite. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui nous permettent, qui nous laisse à penser qu'il faut être un peu prudent sur cette partie du marché. Donc là, croissance, on va dire croissance égale tech. Pour résumer, c'est très... En tout cas, mon point, c'était plutôt ça. Il y a d'autres segments de la cote qui sont croissance, mais là, pour simplifier, j'ai parlé surtout de la tech. Et sur le deuxième volet de votre question, small versus large, en fait, les larges, elles ont bénéficié principalement du dollar fort. Donc ça, c'était une bonne partie de l'histoire 2022, parce que les small caps sont très domestiques, entre 60 et 70%, ça dépend des pays, mais elles sont très domestiques. Donc elles bénéficient beaucoup moins, effectivement, d'une appréciation du dollar. Ce que les larges, les LVMH, évidemment, on pense en premier à eux, ont pu capturer. Donc ça, c'est une des raisons aussi factuelles pour lesquelles les small caps ont souffert en 2022. Aujourd'hui, effectivement, on n'a plus de prime de croissance sur les small versus les larges, donc c'est intéressant. Ça, c'est un élément aussi factuel. Négative. Voire, c'est un peu négatif. Bon, ça dépend les indicateurs, mais... Et puis, la valorisation aussi, c'est quand même nettement dégonflé sur cette partie de la cote. Aujourd'hui, en tout cas, là, dans nos indicateurs techniques qu'on suit sur cette partie, en tout cas sur ce match large versus small, on n'a pas encore d'indicateurs qui nous laissent à penser qu'il faut revenir sur les small. On les a pas encore. D'accord. Donc ça ne veut pas dire que ça va pas dans les 2 prochains mois, mais là, aujourd'hui, factuellement, on ne les a pas. Alain, moi, il y a un truc qui me marque aussi dans le schéma de marché, et là, je regarde au-delà des actions, on regarde les marchés obligataires, évidemment, peut-être avant toute chose, même encore aujourd'hui. Donc, la corrélation était très, très positive, actions-obligations en 2022, dans le mauvais sens, en l'occurrence, puisque le 60-40 s'est fait détruire. Ouais. Je note que, alors là, dans un sens plus positif, la corrélation reste très positive. Les taux baissent, donc les obligations montent, et les actions montent. Oui. C'est encore le schéma everything rally, en tout cas dans ce bon sens-là. Est-ce que c'est une corrélation tenable encore là sur 2023 ? Parce que là, encore une fois, ça va dans le bon sens, donc tant mieux. Mais si cette corrélation positive reste aussi positive dans des mouvements de baisse, ça fait mal des deux côtés à chaque fois. Oui, vous évoquiez le 60-40 qui a fait sa pire année depuis 1900, je ne sais pas combien, donc 37 ou je ne sais pas quoi. Ouais. Et moi, c'est mon métier au départ, c'est plutôt d'être allocataire, et ça fait une éternité que vraiment je faisais le minimum dans mes allocations sur la partie taux. C'est-à-dire que pour les particuliers, je leur disais plutôt du contrat en euros que d'aller vous embêter, faire des portefeuilles obligataires qui ne rapportent plus rien, quoi. Et là, on retrouve, et je discute avec des conseillers en gestion de patrimoine, avec des allocataires, qui remettent... Alors, ils étaient, les gros allocataires, ils avaient forcément une position obligataire, mais ils remettent du risque obligataire, et les particuliers reviennent sur des fonds à échéance. Donc, c'est plutôt un moment obligataire, quand même, qu'on vit là. Il y a une opportunité qu'on n'a pas vue depuis... franchement, vous regardez, en construction de portefeuille, c'est intéressant. Alors après, je ne dis pas d'aller faire du 40 ans paiement partiel sur de la dette argentine, mais... du 100 ans autrichien. Voilà, du 100 ans autrichien qui existe encore. Évidemment qu'il existe encore. Il a été émis il y a quelques années à peine. Il n'a pas eu de défaut. Il n'a pas été rappelé, je crois. Non, il n'a pas été collé. Non, mais c'est... donc ça peut durer un certain temps. Parce que, et ça aussi, il ne faut jamais l'oublier, on est quand même assis sur un marché qui génère de l'épargne. On est sur un monde qui génère de l'épargne. Alors...
la problématique sur les taux des banques centrales, il y a 2 erreurs qu'elles peuvent commettre. C'est de mal agir sur les taux, c'est-à-dire aller peut-être un peu trop loin. Effectivement, je pense qu'il faudra faire attention à un moment donné. Et puis le truc qui passe un peu moins, qui est un peu moins populaire, qu'on entend un peu moins discuter, c'est le niveau des banques centrales, le niveau des réserves des banques centrales, qui baisse à des vitesses historiques. Et le problème, il est plus important, la liquidité, que le niveau des taux. Parce que quand vous avez un business, quand vous pensez que vous allez créer une chaîne de production qui va vous rapporter énormément d'argent, si les taux sont à 3, 3,5, bon, ça vous embête ça, en termes de rentabilité, c'est pas terrible. Mais quand vous n'avez pas le premier euro pour faire ça, et ben, le truc s'arrête, quoi. Donc voilà, je pense que c'est le deuxième risque des banques centrales, c'est qu'elles aillent peut-être un peu trop loin sur leur bilan. Voilà. Parce qu'il faut bien réfléchir à cette idée, puisque le pricing de marché est persistant et même s'accentue encore. L'idée que la Fed va très vite rebaisser ses taux après avoir atteint son taux terminal au cours du deuxième trimestre. Peut-être, alors ce qu'on appelle le pivot. C'est pas juste 50 BP que le marché attend. Là, je regardais le pricing, c'est 200 BP de baisse de taux à fin décembre 2024. Oui, c'est-à-dire que c'est pas juste un petit ajustement de cycle de 50 points de base. Non, le marché voit une baisse continue des taux américains partant de 5 pour arriver à 3 fin décembre 2024. Qu'est-ce qui forcerait, puisque tout le monde nous dit, à commencer par la Fed, que ça n'arrivera jamais, qu'est-ce qui forcerait la Fed à délivrer ce genre de baisse de taux? En fait, le fond du raisonnement, c'est de nouveau les indicateurs anticipés d'inflation. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde par exemple, alors j'en prends un, mais je pense qu'il est très très suivi par les opérateurs du marché, je prends l'ISM manufacturé, la partie price paid, effectivement, si vous comparez dans le temps, et je suis tout à fait d'accord, c'est très important de voir comment est-ce que les cycles se déroulent et comment est-ce que ces indicateurs peuvent effectivement annoncer dans la réalité les indications d'inflation. En fait, si on les regarde, dans 6 mois, on est quasiment à 0 à l'inflation américaine. Ouais. Voilà, on est pratiquement en déflation. Ouais. Mais là aussi, le glitch du raisonnement, c'est le toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on est à 0% d'inflation. Si on a cette espèce d'équilibre un peu magique, c'est-à-dire on a cette désinflation-là, et on a à la fois une résistance des marchés de l'emploi aux États-Unis et en Europe, je pense que c'est quand même très important aussi, qui soutient la consommation, et surtout une croissance chinoise qui est certes très puissante, mais qui ne relance pas les dynamiques inflationnistes via les matières premières. C'est possible, et j'aimerais que ça se déroule comme ça, et il y a une bonne chance que ça se déroule comme ça, mais il y a quand même un risque fort qu'effectivement, à partir du milieu d'année, on sente que l'inflation va non pas rester à 2%, voire en dessous, mais redémarrer légèrement non pas parce qu'on a de l'inflation persistante dans les services, ça j'y crois, je crois qu'à un moment donné ça va finir par disparaître, mais parce que justement on est en train de remettre un peu de carburant dans la machine, machine inflationniste anticipée. Donc ce qui pourrait les forcer à faire ça, c'est qu'effectivement ce scénario parfait se déroule et en fait on ait une pression politique extraordinairement forte, parce que comme Alain le signalait justement, il faut du crédit dans les économies, dans des économies qui sont en plus surendettées, donc ont besoin non seulement le secteur public, mais aussi le secteur privé de se refinancer. Et donc on va avoir de la part des politiques qui sont, ne l'oublions pas, souvent, en tout cas pour les deux plus grandes, les actionnaires de ces banques centrales, on va avoir une pression considérable. Je pense que la pression du Congrès américain sur la Fed, à partir effectivement de la deuxième partie de l'année, pour alléger sa politique monétaire, va être phénoménal. Et donc, le pari des marchés, c'est de dire, on va avoir ce scénario un peu parfait, et en plus des taux qui resteront élevés, donc un impact sur les cartes de crédit, l'immobilier. On l'a vu, l'élément un petit peu embêtant des résultats d'aujourd'hui sur les banques américaines, ce sont les provisions pour justement problématiques de crédit, risque de crédit, les fameux non-performing loans. Donc ça aussi, ça va rentrer en jeu. On a des économies qui sont globalement surendettées, et donc là, va y avoir une pression assez rapide pour alléger la pression financière. Ça me paraît quand même fort. Moi, je fais toujours quand même partie de ceux qui pensent qu'à la fin de l'année, on peut avoir une légère baisse des taux, mais on l'a déjà, cette baisse de taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les taux sur les marchés, les conditions financières se détendent déjà très vite. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin que les banques centrales fassent de nouveau un pivot dans l'économie? J'en suis pas encore totalement sûr. On pourrait avoir, là, aujourd'hui, ce soir, va tomber les taux mortgage américains. On pourrait franchir de nouveau à la baisse la barre des 6%. On était au-dessus des 7%.
ça me paraît aller un peu vite en besogne de se dire qu'on va baisser de 200 points de base d'ici la fin de l'année. Déjà, non, d'ici décembre 2024. 2024. Ah, oui, quand même. Oui. Donc, non. Mais là, effectivement, non, mais pour dire que c'était vraiment... Le marché attend vraiment un cycle de baisse de taux, pas juste un petit ajustement à la baisse. À partir de la fin de l'année prochaine, se dire qu'on va alléger progressivement de la part des banques centrales pour éviter d'avoir une inversion de courbe de taux, oui, ça c'est possible. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les participants de Planète Marché ce soir. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, Alain Pitous, senior advisor ESG, et Thierry Leclerc, président et fondateur d'AlphaJet Fair Investors.